Guillaume Erner. Peut-être Bernard Madoff était-il un peu trop à l'aise dans ses pantoufles lorsqu'il prenait l'argent de ses investisseurs. Pied de nez de l'actualité, ces chaussons chics portant les initiales de l'ancien financier, condamné à 150 ans de prison, vont être mis aux enchères ce week-end à New York. La plupart des articles n'ont rien d'extraordinaire. Ce sont leurs vêtements, leurs meubles, tapis, couverts et toute leur collection avec leurs initiales. Des centaines de chaussures à lui et des bijoux à elle. L'an passé, une première vente d'objets personnels des Madoff avait rapporté environ 1 million de dollars, très loin des 21 milliards perdus par l'escroc. Je vais vous rassurer, la vente des objets Madoff continuait hier, alors sa Rolex a été adjugée 67 000 $. Voilà, les comprendre, même en prison, Bernard Madoff continue à être un escroc efficace. Et pour ceux qui veulent mieux connaître Bernie Madoff et ses victimes, les éditions Alia, que vous dirigez, Gérard Bérébi, bonjour. Bonjour. Publie un ouvrage épatant signé d'un journaliste américain, Mark Seal. Cet ouvrage s'intitule Madoff, l'homme qui valait 50 milliards. Alors ce livre est la traduction de 3 articles parus dans le Vanity Fair, un magazine américain, un mélange du monde diplomatique et de Paris Match. Et cet ouvrage, eh bien Jacques Delplat, vous êtes au téléphone avec nous, vous avez contribué à l'aider à le traduire car vous êtes économiste. Bonjour, oui. Gérard Bérébi, quelles sont les qualités littéraires de ce texte? Pourquoi décider de traduire un texte d'un journaliste américain? Cette série de reportages de Mark Seal parus dans le Vanity Fair sur l'affaire Madoff montre à travers un procédé littéraire, un procédé journalistique typiquement anglo-saxon et dont on peine à trouver un équivalent ou un remplacement en France, montre comment à travers l'esprit d'une époque on peut décrire une société et ses avatars. Et le reportage que fait Mark Seal à travers les divers protagonistes de l'affaire Madoff, à savoir Madoff lui-même, sa femme, ses enfants, et puis tous les gens qui ont été trompés, montre bien comment ces gens-là, à travers leur vie quotidienne, leur état d'esprit, tout ce qu'ils racontent à Mark Seal, nous plonge directement et complètement dans un système qui a permis ce genre de scandale. Alors, c'est un livre qui peut être attaché à ce qu'on appelle le gonzo-journalisme en Amérique. Qu'est-ce que c'est le gonzo-journalisme? À l'origine, il y a eu le gonzo-journalisme fondé par Hunter Thompson, qui est un journaliste américain, à qui déplaisait énormément cette façon de rapporter les choses avec une pseudo-objectivité introuvable, c'est-à-dire qu'un journaliste prétend ne pas avoir d'opinion et ne pas s'impliquer dans l'enquête qu'il est en train de réaliser. Hunter Thompson, par exemple, avait fait une enquête qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Il voulait faire un reportage sur les Hells Angels et il n'a pas trouvé de meilleur moyen que pendant un certain temps de devenir Hells Angels lui-même, c'est-à-dire de s'intégrer à une bande de Hells Angels et de participer à tout ce qu'ils faisaient pour mieux retraduire leur réalité de l'intérieur en ayant évidemment un point de vue, mais ce qui est remarquable dans ce type d'enquête, comme dans l'affaire Madoff avec Mark Seal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de leçon de morale qui est donnée par le journaliste lui-même. Le journaliste ne vous dit pas ce que vous devez penser, il a ses impressions et son approche, et on le sent complètement quand on lit ce reportage-là, mais il y a aussi cette chose que je trouve assez extraordinaire et qui manque dans le journalisme français, c'est qu'on nous laisse la place à nous lecteurs de nous faire notre propre idée à partir de ce qui est raconté. Alors Jacques Delplat, vous êtes économiste, vous n'allez donc pas nous faire de la morale. Néanmoins, c'est une vieille escroquerie, c'est un vieux type d'escroquerie, donc ce qu'on appelle le schème de Ponzi, ce qu'a fait Madoff. Comment ça se fait que l'on n'a pas réussi à interdire cela? Comment un homme a-t-il pu voler comme ça 50 milliards sans que personne ne s'en émeuve? Oui, c'est ça l'étonnant, c'est que le scandale Madoff, c'est pas un scandale de la finance, c'est pas Kerviel qui a brûlé 4 milliards 7 un débutant quoi. Général. Là, Madoff, c'est quelqu'un qui a récolté de l'argent, qui a dit je vais l'investir et le faire fructifier et qui ne l'a jamais investi. Donc c'est pas un scandale de la finance des marchés, c'est un scandale de l'escroquerie la plus pure. Donc c'est une stratégie que vous avez décrite qu'on appelle la pyramide ou le mécanisme de Ponzi où je collecte de l'argent et avec cette collecte d'argent, je rémunère les gens qui m'ont prêté auparavant. Donc ça marche qu'un certain temps. Et alors ce qui est fascinant, c'est qu'effectivement, il n'a jamais été débusqué par les autorités de régulation américaines. Enfin, il y a eu 3 mises en garde, mais elles n'ont pas été suivies des faits. Où sont allés les 50 milliards? Est-ce que Madoff se les est entièrement mis dans la poche? Non, évidemment.
Ah, il en a pris clairement dans la poche, sinon il ne serait pas acheté toutes les Rolex dont on parle. Non, mais pas la totalité. Je pense Vous avez beaucoup de Rolex avec 50 milliards. Le cœur du sujet, c'est que il allait voir des riches personnes qui d'ailleurs voulaient plus ou moins faire des placements un peu fraudulés et leur disait prêtez-moi de l'argent, je vais le placer avec un rendement élevé. Et avec l'argent qu'il collectait, il remboursait les épargnants précédents avec un rendement important. Donc l'argent collecté, il a été retourné à des épargnants précédents. Qui décidaient de retirer leur argent. Gérard Bérébi, c'est un personnage extrêmement romanesque, Madoff. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de traduire ces articles de Marc Sill? C'est un personnage romanesque, mais l'intérêt et ce qui m'a poussé à traduire, à publier ces textes-là quand la traductrice Hélène Frappa m'a signalé l'existence de ces reportages-là, c'est qu'ils sont représentatifs d'une époque, c'est-à-dire ce sont des personnages romanesques. Pour moi, Bernie est un personnage Bernard Madoff. Bernard Madoff est le personnage d'un feuilleton de télévisuel américain. Il correspond tout à fait au profil. Donc, à mes yeux, il n'est pas plus horrible que quelqu'un d'autre, c'est-à-dire il n'est pas plus à blâmer. Et son côté romanesque, c'est-à-dire la vie qu'il a eue avec tout son entourage, montre bien le vice même de ce monde qui permet ce genre de choses. Et les clients de Bernard Madoff étaient des gens qui savaient faire de l'argent. C'est-à-dire que c'était des gens qui en avaient et qui savaient en gagner et qui se sont fait leurrer parce qu'ils ont bien voulu se faire leurrer en gagnant plus. Par exemple, quelqu'un avait une maison entièrement payée. Bernard Madoff proposait un investissement à un taux de 12%. La personne vendait sa maison, payait des intérêts pour le crédit, hypothéquait sa maison, avait un crédit à hauteur de 4% et faisait un bénéfice de 8%. Oui, à l'arrivée, il a tout perdu. Mais si vous voulez, les clients de Bernard Madoff étaient des gens dont le travail consistait à faire de l'argent. Et si moi, on me propose demain un rendement à 20%, je me dis, il y a une arnaque quelque part parce que les rendements à 20%, ça n'existe pas. Et ceux qui n'en sont pas encore convaincus peuvent aller donc aux éditions Alia, s'offrir ce petit livre qui, en plus, a le mérite de valoir 3 euros. 3 euros pour une escroquerie à 50 milliards, c'est un très bon placement. C'est un très bon placement. Surtout à une époque où on parle d'inflation à tout va et que les gens n'ont pas d'argent. Faire des livres à 3 euros me paraît prendre en compte les problèmes des uns et des autres de façon plus sérieuse que tous les gens bien placés qui sont censés s'en occuper. Merci Gérard Bérébi. Marc Sill, Madoff, l'homme qui valait 50 milliards. Souriez, vous êtes informés, c'est terminé pour aujourd'hui. Raphaël Mantoux et Stéphanie Texier, fidèles au poste, ont contribué à vous faire sourire toute la semaine. À la technique, il y avait Anne-Laure Cochet et Guillaume Lacroux. À suivre, Isabelle Giordano, service public. C'est vendredi, alors toutes les opinions s'expriment.